Fabrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Enchanté. Vous êtes directeur développement durable du groupe Bouygues. Vous présidez le collège des directeurs du développement durable. Vous êtes auteur également de l'entreprise contributive notamment et de différentes tribunes par voie de presse. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, l'essentiel, c'est l'essentiel de ce que je fais. Dans votre livre, il y a un premier chapitre qui est intitulé « Préalable à la promenade dans l'univers de l'entreprise contributive ». Et j'avais envie de vous demander en quoi est-ce une promenade quand on voit les enjeux, quand on voit l'énergie qu'il faut déployer et les freins qui peuvent exister. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'une promenade, c'est rarement une ligne droite. C'est sinueux, il faut rencontrer plein de gens différents et chaque personne est susceptible de nous inspirer. Donc c'est une promenade. C'est le fruit de rencontres inspirantes qui nous font réfléchir sur l'urgence de la situation. Aujourd'hui, l'entreprise contributive, c'est vraiment ce qui finit par définir très clairement ce que vous avez imaginé pour lutter contre les urgences du moment. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise contributive en un pitch de 30 secondes? La baseline, c'est concilier le monde des affaires et limites planétaires, tout est dit. Donc le but, c'est continuer de faire un peu de business, parce qu'il faut bien payer les salaires, mais on ne peut pas le faire non plus au-delà de ce que la planète est capable de donner. Donc c'est réconcilier l'économie en fait avec les ressources physiques de la planète. Parce qu'en fait le business, c'est des matières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs. S'il y a moins d'énergie et s'il y a moins de matières premières, comme ça va être le cas dans les années qui viennent, il va bien falloir qu'on reconfigure nos façons de produire la valeur pour tenir compte de cet impératif. Le temps du no limit est terminé, donc il faut intégrer ça. Alors on parle de transformation, c'est tout le sujet d'Annecy, transformer les missions, transformer les modèles de production. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut vraiment transformer le modèle des affaires selon vous? La prise de conscience de l'urgence, la fin de l'hypocrisie, la fin de l'ignorance aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent savoir mais qui ne savent pas en réalité, qui ne connaissent pas les ordres de grandeur, qui ne connaissent pas non plus le temps qui nous reste pour agir. Donc non, le plus important c'est de lutter contre cette ignorance qui nous pénalise beaucoup dans l'accélération de l'action aujourd'hui. Alors il y a deux choses, il y a l'urgence dont il faut se saisir et avoir conscience, et ensuite il y a la façon dont on va potentiellement lutter. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait bouger vos propres convictions en la matière? Comment est-ce qu'on peut participer à faire changer les choses? Moi je dis souvent la sincérité triomphe de tout. Donc il faut être sincère dans ses prises de parole, essayer d'utiliser l'émotion. Parce qu'en fait, on a essayé le rationnel pendant très longtemps, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a essayé de promouvoir des mesures plus coercitives. On a vu que ce n'était pas non plus très bien perçu par beaucoup de gens. Alors peut-être que le registre de l'émotion, on l'a bien vu avec le film Don't Look Up, ça peut peut-être permettre d'éveiller les consciences. Donc on va travailler sur les trois registres de toute manière. Mais le dernier, c'était celui sur lequel j'ai moins travaillé encore. Et donc on a envie de travailler là-dessus maintenant avec tout l'écosystème dans lequel j'évolue. Donc ce serait par exemple, là typiquement, c'est un film. C'est le fait d'avoir vu un film qui tout à coup vous a fait vous dire tiens, peut-être qu'en effet c'est peut-être plus... Non, mais c'est en fait je m'aperçois que les artistes qui commencent à s'emparer de ce sujet arrivent à faire des millions de followers ou des millions de vues, alors que les chercheurs, les scientifiques se battent à faire des publications d'excellent niveau avec très peu de public finalement et très peu d'écho. Donc il est temps que la communauté des sachants rencontre aussi d'autres communautés pour essayer de construire ensemble un nouveau récit qui donnera envie au plus grand nombre d'agir. En parlant de récits, vous écrivez, pas seulement des livres, mais aussi par voie de presse, des tribunes, dans la tribune notamment, sur LCI. Sur LCI, oui. Qu'est-ce que vous lisez? Quelle est votre morning routine pour vous informer, pour rester justement chaque jour à l'affût de ce qui convient de savoir? Ce qui est facile maintenant, c'est facile avec les réseaux sociaux de se tenir informé de ces sujets, beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. C'est parce que c'était souvent réservé à quelques initiés, maintenant non. Maintenant tous ceux qui ont des choses à dire le disent sur les réseaux sociaux. Et après il faut faire l'effort de lire les articles bien sûr. Donc ce qui m'inspire c'est tous ceux que je suis sur Twitter, ceux-là ils m'inspirent beaucoup. Et puis parmi les auteurs récents, je conseille moi le livre de Philippe Biwix, Le bonheur était pour demain,
tout est dit. Et puis bien sûr le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, que le Shift vient de sortir, qui est déjà en rupture de stock, mais il va être réimprimé, qui est deux excellents ouvrages pour commencer à agir précisément. Merci. Et alors un compte Twitter à suivre, comme ça vous en auriez un spontanément à nous conseiller? Oui, celui de Greta Thunberg. Ça m'amène à une autre question justement. Quand on n'a pas l'oreille de son COMEX, quand on n'a pas l'oreille des médias et qu'on ne préside pas le C3D comme vous, comment est-ce qu'on peut agir? En devenant militant, mais militant intelligent, hein, et puis en essayant de faire de la pédagogie. Je pense que la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Donc il ne suffit pas de pérorer ou de s'agiter dans tous les coins, c'est de faire la pédagogie auprès des enfants, auprès des décideurs, dans sa sphère d'influence, hein, dans ses communautés. Et puis voilà, c'est ce qu'on pense avec ma co-autrice Céline Puffer-Dijvili, c'est qu'on utilise la métaphore de la Hola. Hein, la Hola dans les stades où il y a un petit groupe d'individus qui arrivent à faire lever tout le stade rien que par de l'influence de proximité. Okay. Et essayons tous avoir une influence de proximité. Ok. Dernière question peut-être sur les ouvrages et sur justement le temps présent et passé. Il y a 50 ans, le rapport Mido qui a été rédigé par les scientifiques du MIT pointait du doigt exactement les limites de la croissance économique avec des ressources limitées. Il est tombé dans l'oubli après avoir été un best-seller. Est-ce qu'aujourd'hui le risque peut être le même? Non, parce que là, quand on arrive en haut de la montagne, les sommets, de toute façon, il n'y a plus d'autre choix que de redescendre. Et là maintenant, on va redescendre. Donc okay. C'est tout le défi pour l'humanité, en fait, c'est comment on va redescendre. D'une façon chaotique, en essayant de choisir un chemin, ou est-ce qu'on va subir en fait cette descente? Les mois et les années qui vont venir vont nous dire comment ça va se passer. Ce sera oui, plus possible du coup de laisser le sujet retomber. De toute façon, là on arrive vraiment aux limites planétaires, donc on arrive dans le temps des conséquences, de notre inconséquence. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt. Merci à vous. Merci.